C'est l'histoire d'un conflit en Syrie qui se joue tant sur le champ de bataille traditionnel que sur la guerre des mots. D'un côté, l'Iran qui étend sa toile et qui menace, encore cette semaine, de rayer Israël de la carte. De l'autre, Israël justement, et qui promet d'opérer sans prendre la responsabilité de ses actions. Face à ce jeu d'échecs, le chef d'état-major israélien Aviv Kochavi a dévoilé une partie de ses pions, un plan quinquennal avec comme objectif de renforcer les lignes d'attaque et d'être plus décisif. En attendant, à court terme, difficile de définir l'impact de ces enjeux sécuritaires sur le troisième scrutin en Israël. Nous poserons la question à nos invités, notamment en deuxième partie d'émission avec l'ancien numéro 2 du Shabak, les renseignements intérieurs israéliens, sur le rôle que pourrait jouer la liste arabe unie dans ces élections. Et commençons justement par ces déclarations de Naftali Bennett pour le ministre israélien de la Défense. L'Iran aurait commencé à modifier sa stratégie en Syrie. Il répondrait au général Salami des forces Al-Quds qui a affirmé en début de semaine Israël va disparaître de la carte. Sarah Cohen. L'Iran modifie sa stratégie en Syrie, affirmation réitérée ce mardi par le ministre israélien de la Défense. Nous avons observé les premiers signes qui prouvent que l'Iran modifie sa stratégie en Syrie. Nous passerons à l'offensive. Nous allons affaiblir, fatiguer et éliminer la tête de la pieuvre en affaiblissant ses tentacules. Une nouvelle fois, Naftali Bennett avertit, l'Iran souhaite étendre son influence en Syrie et dominer la région, mais Israël garde l'avantage. Nous avons des capacités opérationnelles et de renseignement supérieures. Et nous disons clairement à l'Iran, sortez de Syrie, vous n'avez rien à chercher là-bas. Pour empêcher l'Iran de s'établir à la frontière israélo-syrienne, l'État hébreu commandite régulièrement des frappes aériennes en Syrie. Des violences qui provoquent la colère des habitants sur place. Le peuple iranien dit aux ayatollahs, arrêtez de gaspiller notre argent et de verser notre sang dans des aventures inutiles. Le peuple iranien en a assez. Les déclarations de Naftali Bennett coïncident avec le nouveau plan pluriannuel de Tsahal publié la semaine dernière. Il comprend la création d'une nouvelle unité destinée à la menace iranienne, avec à sa tête un nouveau chef d'état-major. Et mon premier invité aujourd'hui est général de brigade Hanan Geffen, ancien commandant de la prestigieuse unité 8200. J'en profite pour remercier déjà Dror Even-Sapir pour l'interprétation de vos propos. Hanan, sur quoi se base aujourd'hui Naftali Bennett pour avancer que l'Iran finalement revoit à la baisse sa stratégie en Syrie? Si nous parlons du sujet de l'Iran en Syrie, nous sommes attendus, après la mort de Soleimani, à un débat interne, à une lutte interne à l'intérieur de l'Iran. Naftali Bennett, a priori, se base sur des renseignements sur l'agressivité iranienne en Syrie. Jusqu'à maintenant, elle a été stoppée. Soleimani n'était pas parvenu à atteindre ses objectifs avec des capacités technologiques balistiques en Syrie. Il n'y est pas parvenu. Et par conséquent, en Iran, certaines voix s'élèvent pour dire que cela a coûté trop cher. Et ce sont les premiers signes d'un changement de la tactique, de la stratégie iranienne en Syrie. Et pourtant, Naftali Bennett dit qu'il va passer à un stade de sa stratégie plus offensive que défensive. Ça veut dire qu'elle ne l'était pas assez jusqu'à présent? Il passera à une phase plus offensive concernant la Syrie. Jusqu'à maintenant, Israël a freiné, a arrêté, n'a pas éloigné les Iraniens de la Syrie. Et les liens avec les Russes sont devenus très intimes. Il y a donc là une possibilité d'être plus offensif pour faire sortir les Iraniens de la Syrie. C'est parce que véritablement c'est l'une des menaces principales auxquelles Israël est confronté. Hanan Geffen, on va revenir avec vous sur ce plan quinquennal présenté par Aviv Kochavi, le chef d'état-major, et notamment cette création d'une division Iran. Ça va consister en quoi concrètement? L'établissement de ce commandement Iran, c'est une première étape de quelque chose d'autre. On peut déjà parler de l'enveloppe, pas du contenu. Et il y aura deux divisions qui existent déjà et qui seront rassemblées sous un seul commandement. Ça signifie que Tsahal
va concevoir la lutte contre l'Iran et d'une manière un petit peu plus globale en impliquant d'autres pays, y compris les États-Unis. Nous n'avons pas de frontière avec l'Iran et l'Iran est déployé dans d'autres pays, comme par exemple le Yémen ou l'Irak. Donc toute activité israélienne doit être d'une manière ou d'une autre convenue, doit être d'une manière ou d'une autre en coopération avec d'autres pays, par exemple les États-Unis avec d'autres forces. Et il y a au Moyen-Orient, on peut l'estimer, suffisamment de forces qui sont prêtes à collaborer avec Israël ou à considérer Israël comme partie d'une coalition anti-iranienne, que ce soit au Yémen, en Irak et bien évidemment en Iran, dans l'Iran lui-même. Quand on lit que Aviv Kochavi veut alors fermer des unités de tanks vieillissantes, également 2 escadrilles, est-ce qu'on n'en oublie pas l'essentiel, Hanan Geffen, c'est-à-dire qu'une guerre ne se gagne d'abord au sol? Ce qui s'est passé au cours de ces dernières années, au cours des 10-15 dernières années, au Moyen-Orient, c'est un changement spectaculaire, tectonique. Il n'y a il n'est plus nécessaire de maintenir des dizaines de divisions. Nous avons aujourd'hui des milices pro-iraniennes qui sont très nombreuses. Ce sont des unités semi-militaires et nous avons beaucoup d'armes, des missiles, des roquettes, certaines très précises qui menacent la population civile israélienne. Donc l'Iran et ses milices, comment Israël peut défendre d'une manière efficace ces populations civiles et faire en sorte que lorsque une guerre est éclatée, cette guerre soit remportée le plus rapidement possible. C'est l'objectif de l'État d'Israël et ce plan annoncé par le chef d'état-major prend en compte ce grand changement et met les choses d'une manière très claire sur la table. Merci beaucoup. Hanan Geffen, je rappelle, ancien commandant de la prestigieuse unité 8200, général de brigade de réserve bien évidemment, dans l'armée israélienne. Merci Edouard Ben Sapir pour l'interprétation de vos propos. J'accueille sur ce plateau, c'est Nicole, bonsoir. Bonsoir Mathias. On en parlait la semaine dernière, le Hamas craint une élimination ciblée et visiblement ça semble être confirmé puisque l'Égypte aurait en tout cas convaincu Israël de ne pas le faire. Exactement, on se souvient qu'une délégation égyptienne s'est rendue justement dans la bande de Gaza la semaine dernière pour conclure un possible cessez-le-feu donc entre Israël et le Hamas. Et cette délégation aurait également dissuadé les autorités israéliennes de tuer donc 2 responsables du Hamas. Il s'agit de Iryé Sinwar et du commandant des brigades Al-Qassem Marwan Isa. On le sait, lorsqu'il y a une période de violence assez longue, eh bien les éliminations ciblées sont une méthode utilisée et privilégiée par l'armée israélienne justement pour stopper cette vague de violence, une vague de violence caractérisée par des roquettes et des ballons explosifs dans le sud du pays, à la frontière avec la bande de Gaza, mais également des violences et des heurts en Cisjordanie. C'est pour ça donc que l'Égypte a jugé bon de dissuader les autorités israéliennes donc de procéder à ces l'élimination ciblée qui aurait donc pu mettre de l'huile sur le feu selon Le Caire. L'Égypte qui dans le même temps semble vouloir s'éloigner de la bande de Gaza en créant un mur, visiblement ça dérange personne. Personne, aucune réaction du côté de la bande de Gaza. En effet, Le Caire a donc commencé la construction d'un nouveau mur frontalier avec la bande de Gaza, donc le long de la barrière. Objectif tout simplement empêcher l'infiltration d'éléments terroristes et extrémistes depuis le territoire palestinien. Je cite les mots du gouvernement égyptien. L'Égypte qui veut aussi éviter la construction de nouveaux tunnels terroristes et des tunnels terroristes donc construits par le Hamas entre l'Égypte et la bande de Gaza. Alors la construction de ce mur a commencé il y a quelques jours, fin janvier, et ça devrait prendre plusieurs semaines. Et une fois terminé, eh bien, ce mur s'étendra du passage de Kerem Shalom jusqu'au passage de Rafah, soit une distance d'environ 2 km. Et ce mur devrait mesurer 6 mètres de hauteur et s'étendre sur 5 mètres sous terre. Donc ça ne dérange encore une fois personne, ni manifestation du côté de Gaza et encore moins les titres de la presse internationale. J'aimerais qu'on termine ensemble, Océane, sur des images belles d'un exercice aérien entre la France, Israël
et d'autres pays également au-dessus de la Méditerranée. Exactement, un exercice conjoint. Les pilotes français qui se sont donc entraînés aux côtés de l'armée de l'air israélienne. Ça s'est passé il y a quelques jours dans le sud d'Israël. Il s'agissait donc d'un exercice de combat aérien qui a simulé un combat à 3 contre 3 avec des pilotes israéliens en F-16 et des Français aux commandes évidemment des avions de chasse Rafale. Un exercice conjoint entre Paris et Jérusalem. Vous avez une photo ? Exactement, on va voir ce tweet qui a été tweeté donc sur le Twitter de l'armée israélienne de Tsahal. Donc ce pilote français a pris un selfie épique avec ses alliés israéliens volant à ses côtés lors d'un exercice conjoint en Israël cette semaine. Merci pour le souvenir et ça nous fait justement une jolie photo souvenir de cet exercice conjoint donc entre Jérusalem et Paris. Et le petit doigt me dit qu'il vous a invité à monter dans le cockpit d'un Rafale ou d'un F-16. Merci Océanique. Je sais que vous aimeriez bien. Comment s'appelle le leader du Hamas ? Yahya Sinwar. Bravo. On poursuit justement avec le Hamas qui tente en tout cas d'harponner les soldats israéliens basés à la frontière. Regardez ce sujet, on en parle juste après avec notre invité. Les cyberattaques, parfois évidentes, elles peuvent avoir pour but d'intimider leur cible ou de transmettre un message. Mais elles peuvent aussi se dissimuler sous des messages inoffensifs, voire même des tentatives de séduction. Mais qu'on ne s'y méprenne pas. Leur but est d'identifier l'endroit où se trouve la victime et de découvrir toutes les informations contenues dans son téléphone. C'est ce qu'il s'est passé lors de cette campagne menée par des ingénieurs du Hamas, qui avaient pour but de piéger les soldats de Tsahal et de pirater leur téléphone. Ce n'est pas la première fois que le Hamas essaye de pirater les téléphones des soldats de Tsahal. Aujourd'hui, nous avons identifié des tentatives de piratage plus sophistiquées via d'autres plateformes comme par exemple Telegram. Le réseau de sécurité de l'information de la Direction générale des renseignements de Tsahal a identifié en tout 6 personnes fictives utilisées par le Hamas pour piéger des soldats de l'armée israélienne. Ces différents comptes ont contacté les soldats sur Telegram. Cela a commencé avec une conversation anodine, puis l'agent du Hamas proposait aux soldats de lui envoyer des photos, mais sur une autre application. But de la manœuvre, faire télécharger aux soldats une application qui piraterait son téléphone et permettrait au Hamas d'obtenir les fichiers contenus dedans et d'avoir accès à la localisation GPS de l'appareil. Tsahal a identifié 3 applications que le Hamas a utilisées afin de répandre le programme malveillant. Au cours de ces derniers mois, nous avons repéré une activité récurrente sur le compte d'une personne fictive qui s'était avérée être un agent du Hamas en 2018. Depuis cette dernière tentative de cyberattaque, Tsahal a renforcé ses directives relatives à la sécurité des informations pour chaque soldat. Le Hamas a réussi à entretenir des conversations avec des centaines de soldats et officiers. Tsahal a déclaré que, pour l'instant, aucun dommage n'est à signaler. Mais tous ceux qui ont pris part à ces conversations seront convoqués et devront donner leur téléphone pour qu'ils soient nettoyés. Ruben Méniard, bonjour, spécialiste en sécurité et cybersécurité, merci d'être avec nous. Alors, une cyberattaque du Hamas, ça marche comment ? Alors, cyberattaque du Hamas, ce n'est pas la première cyberattaque du Hamas, mais c'est la première de cette ampleur. En fait, au cours des derniers mois, l'unité de protection des informations de l'armée, avec le contre-espionnage israélien, le Shabak, ont découvert en fait une attaque d'une grande ampleur, qui rappelle un petit peu celle du Hezbollah dont on avait parlé précédemment ici même sur ce plateau. Et en fait, il s'agit de rentrer en contact avec des soldats, principalement des combattants, voire des officiers, pour avoir accès à leur téléphone, à toutes les données sur le téléphone. Mais comment le Hamas sait qu'il parle à des soldats ? Alors déjà, ça marche en général à partir des réseaux sociaux. D'accord. Donc en fait, quand vous voyez qu'un profil dit qu'il est à l'armée ou alors il est pris en photo avec son uniforme, a priori c'est qu'il a un lien avec l'armée, qu'il soit soldat, qu'il soit en réserve. Mais en tout cas, de là, on peut tirer des informations qui sont importantes et nécessaires pour le Hamas. Donc l'armée a raison de dire à ses soldats, évitez toute photo, évitez tout commentaire lorsque vous êtes dans des endroits stratégiques ? Bien évidemment, bien évidemment. Tout soldat et de manière générale, tout membre des forces de sécurité, quel que soit le pays, est une cible. Une cible en termes de renseignement, une cible en termes d'attentats. Et donc, effectivement, chacun doit prendre des précautions nécessaires au niveau de la vie de tous les jours, en fait. Alors, ça me semblait complètement assez ahurissant. Une femme dévêtue qui prend contact avec moi, c'est comme ça que ça marche ? C'est aussi simple ? D'un point de vue technique, c'est un peu plus compliqué, mais d'un point de vue en fait, de l'utilisateur, c'est aussi simple. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on construit des profils. À l'époque, en fait, les précédentes attaques étaient moins mises au point.
Ça veut dire que vous aviez un profil avec une photo, un nom assez générique et pas mal de fautes. Donc on pouvait se méfier. Aujourd'hui, on se méfie beaucoup moins parce que justement, comme vous disiez, c'est une photo qui est déjà mieux mise en valeur. Plusieurs profils en fait qui existent au même nom. C'est des noms qui sont suffisamment génériques pour être acceptés par des Israéliens et en même temps qui prennent le profil d'une personne qui a fait son alia et donc qui est récemment immigré en Israël et grâce à ça peut faire des fautes en hébreu et ça passe. Donc une fois que vous avez fait ça, vous avez donc pris contact, vous avez différents profils en plus qui prouvent que vous êtes une réelle personne qui existe avec différentes photos. Bien sûr. Ensuite, on utilise énormément ce qu'on appelle le social engineering. Ça veut dire l'utilisation de la psychologie dans les attaques de cybernétique. Et ça, le Hamas sait le faire? Apparemment, oui. On a de quoi être surpris du fait qu'il sache le faire? On n'a pas de quoi être surpris puisqu'on en avait déjà parlé avec le Hezbollah et le Hamas, donc ça s'avère également vrai. Il y a des liens avec l'Iran qui, eux, ont les capacités, ont le savoir, et des liens vraisemblables, non prouvés encore, avec la Russie qui, eux, sont parmi les meilleurs au monde dans ce domaine. Alors l'Iran, justement, vous m'en parlez, a utilisé visiblement des stratégies, en tout cas des technologies VPN pour infiltrer des ordinateurs en Israël. De quoi s'agit-il ? Alors, l'Iran a utilisé en fait technologie VPN, c'est simple, chaque ordinateur a un numéro d'identité, donc de là où il vient. En fonction de là, vous pouvez localiser un ordinateur. Un VPN permet de passer sur un réseau virtuel et donc de changer votre identité et d'avoir un autre endroit. Donc, si vous avez en fait un pare-feu, un firewall qui protège vos ordinateurs, votre ordinateur, si vous arrivez par une adresse IP, donc, comme ça s'appelle, donc une identification qui n'est pas considérée comme dangereuse, vous pourrez rentrer. Et donc c'est exactement ce qu'a fait l'Iran. C'est ce qui s'est passé avec l'Iran. C'est ce qui se passe régulièrement, d'ailleurs ce que font tous les hackers de manière générale. Ils utilisent des adresses différentes et souvent utilisent adresse sur adresse sur adresse de manière à ce qu'à aucun moment vous ne pourrez savoir d'où ça viendra. Et pour peu que cette chronique ne soit pas assez anxiogène, Rubin, j'ai lu que si jamais un hacker était suffisamment bon et accroché, il pouvait voler uniquement mon téléphone, la carte SIM à l'intérieur, en collant le sien quasiment. Ça, c'est du délire. Ça, on peut le faire, mais on peut le faire même sans coller son téléphone. Il suffit qu'on vole le numéro de téléphone. Donc en fait, tous les opérateurs ont un système de duplication de votre carte SIM. Ça veut dire que si un jour vous perdez votre téléphone, bien sûr, vous pouvez appeler votre opérateur en disant voilà, j'ai une nouvelle carte, je veux une nouvelle carte, et on transfère votre numéro de téléphone sur une nouvelle carte. Ce que font ces hackers, c'est qu'à partir du moment où ils ont déjà un minimum d'informations, on revient sur le social engineering, mais c'est important en fait, à partir du moment où j'ai un minimum d'informations, donc je peux contacter l'opérateur en me faisant passer pour vous par exemple, et récupérer votre numéro de téléphone. Et grâce à ça, après, je peux contacter votre banque, je peux contacter... Ça veut dire que... Alors, moi, je suis moins, mais ça veut dire qu'on peut voler le téléphone ou les datas de Naftali Bennett, de tous les ministres, et ainsi de suite. Bien évidemment. C'est une des raisons pour lesquelles le président des États-Unis n'a pas de téléphone personnel. Parce qu'à partir du moment où on prend cette fonction, il devient une cible. Et le Premier ministre non plus, d'ailleurs. Benjamin Netanyahu n'en a pas non plus. Exactement. Merci, Rubin Meinière, d'avoir été avec nous. Je rappelle, expert en sécurité et cybersécurité. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Mon principal invité cette semaine dans Défense, Yitzhak Ilan, bonjour. Vous êtes ancien numéro 2 du Shabak, les renseignements intérieurs israéliens. Vous étiez, et je précise, vous étiez membre du Parti Bleu-Blanc, placé en 39e position des deux premiers scrutins. Vous avez été placé en 45e position pour les 3e élections. La raison, selon vous, vous êtes publiquement opposé au rapprochement avec la liste arabe unie. Pourquoi, Yitzhak Ilan? Oui, j'étais en effet à la 39e position et puis un beau jour, coup de tonnerre, je reçois un appel la veille du dépôt des listes. Et on me dit, soit tu passes à la 45e position, soit tu quittes la liste. J'ai demandé à plusieurs reprises la raison de cette décision.
Je n'ai jamais reçu de réponse concrète, si ce n'est cette piètre raison selon laquelle ils souhaitaient mettre en avant les femmes. Dites-moi, on met en avant les femmes en les plaçant à la 39e position de la liste? Ils m'ont tout simplement choisi parce que je ne fais pas partie de leur clan, qui a un certain passif, et qu'il est plus judicieux de se rapprocher de la liste arabe unie plutôt que de me laisser dans leur liste. C'est pour cela qu'ils m'ont posé un ultimatum. Vous avez déclaré dans une précédente interview que se rapprocher de la liste arabe unifiée, d'avoir le soutien de la liste arabe unifiée, même de l'extérieur, ça serait un signal pour le Hamas ou d'autres organisations terroristes qu'Israël est faible, finalement, de déclencher une guerre. Est-ce que vous pouvez expliquer? Tous ceux qui ont appris les règles de l'algèbre au CP savent que si les sondages sont plus ou moins exacts aujourd'hui, il est impossible pour Bleu-Blanc de former une coalition sans le Likoud, sans le soutien de la liste arabe unie. Ils ne sont pas obligés de rentrer au gouvernement, mais ils doivent apporter leur soutien à Bleu-Blanc auprès du président. Et ensuite, au vote à la Knesset, soit voter en faveur d'un gouvernement, soit s'abstenir. Pourquoi c'est dangereux? Je vais vous dire pourquoi. Tous les membres de la liste arabe unie, sans exception, sont en faveur de l'élimination de l'État d'Israël en tant qu'État du peuple juif. Cela ne fait pas de doute. Ce qui se passe, c'est que la presse mainstream protège non seulement Bleu-Blanc, mais également la liste arabe unie. Je vais vous donner un exemple concret. Les journalistes, enfin ceux qui s'auto-qualifient de journalistes, ne posent pas les bonnes questions des représentants de la liste arabe unie, de manière à ce que le public ne l'entende pas. Un exemple de question, est-ce que vous êtes en faveur du retour des réfugiés palestiniens en Israël ? Tous ceux qui ont une tête normalement constituée comprennent que le retour d'entre 6 et 8 millions de réfugiés signifie de manière automatique la fin de l'État d'Israël comme État du peuple juif. Personne ne pose cette question parce qu'ils ne veulent pas entendre la réponse. Ça veut dire que vous, Yitzhak Ilan, vous êtes ancien numéro 2 du Shabak, vous voyez ce que 3 anciens chefs d'état-major aujourd'hui à la tête de Bleu-Blanc ne voient pas, n'identifient pas ce danger? Oui, je ne sais pas ce qu'ils voient, je vais vous dire ce que je vois. J'ai travaillé au Shabak pendant 31 ans et la majeure partie de ma carrière au renseignement, j'ai travaillé dans la lutte antiterroriste et le contre-espionnage arabe-iranien. Je connais parfaitement la société arabe, parfaitement. Si les Arabes veulent faire la paix avec nous, ils doivent avant toute chose abandonner tout droit au retour des réfugiés. Il n'y a pas un seul leader arabe palestinien, ni en Israël, ni dans les territoires palestiniens, qui est capable d'annoncer qu'il renonce au droit au retour des réfugiés. Pas Mahmoud Abbas, encore moins son prédécesseur, ni même Ahmad Tibi et Ayman Oudeh. Dire que se rapprocher de la liste arabe unie est dangereux et menaçant pour l'État d'Israël, c'est finalement apporter pour vous votre soutien finalement à ce que dit Benjamin Netanyahou, c'est-à-dire il ne faut pas se rapprocher de la liste arabe unie. Je vous donne mon avis. Diriger un gouvernement qui est soutenu et surtout qui est extorqué par la liste arabe unie est très dangereux. Dangereux au niveau sécuritaire, mais également au niveau diplomatique et sociétal. Ça risque d'être une catastrophe pour l'avenir de l'État. Une catastrophe. Je vais vous dire, et si vous me le permettez, je ne suis pas contre la communauté arabe israélienne. Que ce soit clair, il y a ici des Arabes israéliens qui veulent vivre en paix et en toute quiétude avec les citoyens juifs qui vivent ici. Notre problème est avec leurs représentants à la Knesset, leurs leaders. Pas un seul n'est en faveur d'un État juif et à des positions extrémistes. Ils veulent un État qui appartienne à tous les citoyens. Vous savez ce que cela veut dire? La fin du droit au retour des Juifs sur leur terre, le retour des réfugiés palestiniens en Israël, le retour définitif aux frontières de 1967, y compris pour Jérusalem, la fin de toutes les implantations et le départ de près de 400 000 Juifs de leur maison de Judée-Samarie. C'est une catastrophe pour l'État d'Israël, tout simplement. Yitzhak Ilan, Abou El-Atta, le chef militaire du djihad islamique, a été éliminé. On a vu toute l'opposition djihad islamique dans la bande de Gaza. On a vu toute l'opposition de la liste arabe unie. Est-ce que ça veut dire que demain, si Benny Gantz est Premier ministre et qu'il veut lancer une opération contre les leaders du Hamas, par exemple, ou du djihad islamique, il va en être empêché, selon vous,
par les députés de la liste arabe? J'espère que ce ne sera pas le cas. J'espère qu'un gouvernement verra le jour après ce scrutin et que ce gouvernement ne soit pas extorqué par la liste arabe unie. Mais tout celui qui a une tête normalement constituée sait que si chaque décision prise par le gouvernement peut être mise en danger par une motion de censure déposée par une liste arabe unie qui fera chanter la coalition, y compris sur des questions sécuritaires de premier plan. Yitzhak Ilan, vous auriez dû être normalement le chef du Shabak avec le soutien de Yuval Diskin. Il y a eu une confrontation, Yoram Cohen a pris le poste, et pas vous, certes. Aujourd'hui, si vous étiez toujours en poste, si vous aviez été aujourd'hui le chef du Shabak, est-ce que vous seriez optimiste ou plutôt pessimiste? Le chef du Shabak se doit d'être toujours optimiste. Il ne pourrait pas travailler sinon. Je dois vous dire, Mathias, nous disposons en Israël d'excellentes forces de sécurité qui travaillent de jour comme de nuit pour nous protéger en coopération avec l'armée et la police. Je suis convaincu que le Shabak saura faire face à toutes les missions qui lui incombent. Même avec la liste arabe unifiée au gouvernement? Le Shabak est une organisation qui est apolitique et sait mener à bien ses missions, peu importe qui est au gouvernement, qui siège au sein de la coalition. Merci beaucoup, Yitzhak Ilan, de m'avoir fait l'honneur d'être là aujourd'hui pour l'émission Défense et d'avoir répondu à mes questions, même si elles étaient pourtant très dures parce qu'elles touchent votre clan et vos amis pour lesquels vous avez adhéré jusqu'à présent. Merci d'avoir été avec moi. Merci beaucoup. Cette émission est terminée. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez toute la semaine en replay les meilleurs moments de Défense. Bonne semaine à tous sur i24 News.